Est-ce que vous m'entendez ou je suis obligé de prendre le micro? Très bien, parce que voilà. Je suis docteur Abdenour, donc je suis praticien hospitalier à la Pitié-Salpêtrière. Je fais de la neurochirurgie depuis maintenant plus de 20, enfin on va dire 25 ans. Je vais partager avec vous un peu l'expérience que j'ai. Je vais essayer d'être pratique parce que comme ça on sera plus près de la réalité du terrain. Je vais commencer par le monitorage et vous verrez que les notions que je vais vous montrer dans le monitorage vont réapparaître encore dans la prise en charge du traumatisme crânien puisque ça se recoupe, le monitorage dans le trauma crânien est présent. Donc, on va parler de la même chose et puis ça fera en plus un deuxième rappel puisqu'il y aura des notions que vous allez voir sur cette première partie. Et puis ces notions seront peut-être un petit peu difficiles à comprendre au départ. De toute façon, vous aurez l'occasion de reprendre le cours. Et puis, ça va être repris sur la deuxième partie, trauma crânien. Donc, il y aura une sorte de révision dans le cours. D'accord? Donc, le monitorage, on ne peut pas maintenant soigner les patients sans avoir une autre vue, autre que celle de nos sens sur le malade. Parce que nous ne pouvons pas tout voir. Donc, on va s'aider d'outils pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la tête du malade. Parce que maintenant, sans monitorage, on a du mal à naviguer. Alors, lorsque le cerveau subit une agression, eh ben, il va y avoir un certain nombre de modifications qui vont apparaître, des modifications d'ordre volumique qui vont entraîner des sortes de variations donc de l'anatomie, des phénomènes de compression, de distorsion, des phénomènes de ce qu'on appelle des phénomènes biomécaniques. À ces phénomènes biomécaniques vont s'ajouter des phénomènes métaboliques qui vont en découler, des phénomènes vasculaires, puisque les vaisseaux vont être écrasés par l'œdème cérébral. Donc, vous voyez ces phénomènes que je vous ai décrits ici qui vont tous s'additionner pour abîmer le cerveau si on fait rien. On a la clinique qui est notre outil principal. L'homme s'est toujours aidé de ces outils qui sont ses sens, en particulier l'appréciation clinique du malade. Mais cette appréciation clinique, elle est prise à défaut. La clinique est prise à défaut et c'est pour ça que je vous ai mis cette diapositive pour vous montrer que les signes d'hypertension intracrânienne, il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul signe d'hypertension intracrânienne, c'est l'œdème papillaire. C'est-à-dire qu'il faut aller regarder s'il y a un œdème papillaire. Tous les autres signes qu'on décrit, mal à la tête, vomissement, nausée, tout ça, peanuts. Voilà. Et donc, on n'a pas grand-chose. Et il reste l'œdème papillaire. Sachant que l'œdème papillaire, il faut aller regarder au fond de l'œil, dilater la pupille. Et vous voyez, quand on a un malade traumatisé crânien, eh ben, la pupille, elle sert d'élément qui permet de détecter la gravité, c'est-à-dire l'engagement. On n'a pas envie de mettre des dilatateurs, et puis si ce n'est pas dilaté, pour regarder surtout un patient morphinique, c'est problématique. Et donc, vous voyez, et en plus de ça, le message que j'ai mis en rouge en bas, c'est que la conscience n'élimine pas une hypertension intracrânienne. On peut avoir une hypertension intracrânienne en étant conscient. Pourquoi on reste conscient? Parce que tout simplement, on a une perfusion cérébrale qui est suffisante pour apporter suffisamment de substrat énergétique pour que le cerveau ne soit pas en souffrance. Mais il est en souffrance du fait de la schistée, mais on ne la voit pas. Et c'est pour cette raison qu'il y a des gens qui se réveillent le matin, ils ont mal à la tête, ils commencent à perdre leur vue, ils voient qu'ils voient trouble, on leur fait un fendeur, on voit un œdème papillaire, c'est la schistée bénigne. C'est des gens qui se baladent avec une hypertension due à un défaut de drainage cérébral, et c'est en chronique. Je ne ressens pas à notre patient, mais c'est en chronique. Donc, l'hypertension n'élimine pas, la conscience n'élimine pas une hypertension. Donc, pour vous donner un peu les limites de la clinique. C'est pour cette raison que je vous mets cette diapositive qui est importante, c'est que les patients peuvent être conscients et mourir. Talk and die, le patient qui arrive à l'hôpital, qui parle, qui est là, et je dirais que c'est le plus trompeur. Pourquoi? Le plus trompeur, et c'est celui avec qui on ne doit pas se tromper, pour une raison simple. Ça ne sert à rien de se battre pour quelqu'un qui a le cerveau qui sort par le nez, par l'oreille, il est quasiment mort. Il faut se battre pour celui qui arrive bien et qui doit ressortir bien. Parce que quand on voit les gens s'agiter parce que quelqu'un il arrive avec le cerveau complètement, le crâne fracassé, le cerveau qui sort de partout, oh, il est plus proche de la mort que de la vie, donc ça ne sert à rien de s'exciter. Par contre, celui qui arrive sur ses pieds, surtout pas le rater. Et donc, celui qui parle souvent est celui qui nous rassure et de celui de qui on se détourne. Et donc, il y a des patients qui arrivent et qui meurent. Je vais vous montrer. C'est pour ça qu'ils meurent. Pourquoi? Pour des raisons simples, c'est qu'on ne les a pas suffisamment, on n'a pas pris en compte leur histoire. Quelqu'un qui est rentré à haute cinétique dans un arbre et qui arrive bien, il nous paraît bien alors qu'il s'est cogné fortement la tête, mais il n'a pas encore la lésion qui est en train de grossir. Prenez par exemple quelqu'un de 30 ans, il vous dit « Oui, je suis rentré à moto dans un mur, mais vous êtes bien, vous dites « Bon, rien, ok, ça va. » Sauf que vous oubliez par exemple qu'il peut avoir une sternotomie sur une valve cardiaque qui a été changée et qu'il est sous anticoagulant.
et il va rentrer dans la phase dramatique 2 heures après, parce qu'il y a un hématome qui est en train de grossir. L'hématome, il ne sort pas comme ça, hein. Il grossit doucement. 2 heures après, on vous appelle, venez, le mastocytose bilatérale. Qu'est-ce qui nous reste? Ben, que nos yeux pour pleurer, trop tard. C'est que, attention, ne pas négliger celui qui vous paraît simple. Donc, le monitorage va venir nous aider. Le monitorage et l'imagerie, bien entendu, et l'imagerie est une forme de monitorage qui vient nous aider pour nous dire, attention, celui-là est grave, celui-là n'est pas grave. Parce que l'apparence est trompeuse, c'est pour ça que la clinique est la partie apparente de l'iceberg. Regardez par exemple, ça c'est l'imagerie, le scanner. Quand on a un coma avec un scanner anormal, eh bien l'incidence de l'hypertension intracrânienne est de 60%. Lorsqu'on a un coma avec un scanner normal, coma c'est 13% d'incidence. C'est des vieilles études, hein, mais qui restent encore d'actualité et sur lesquelles reposent les recommandations. Et puis, on nous recommande de compter un coma avec d'autres facteurs de monitorer le patient. Mais ce que je veux vous faire ressortir dans cette diapositive, c'est ce qui est en bas. Et j'aime bien faire sortir en rouge ce qui doit être retenu. Un scanner normal n'élimine pas une hypertension intracrânienne. Et vous voyez, malade comateux qui a un scanner normal, méfiez-vous, parce qu'on peut avoir thrombosé une artère et avoir un scanner normal. Dans les premières heures, on fait le scanner. Attention, le scanner normal ne doit pas vous rassurer. Et puis, on peut avoir une hypertension intracrânienne avec un scanner normal. Vous avez un cerveau normal qui paraît normal parfois, et le tout donne un aspect normal, mais en fait, le LCR qui n'arrive plus à circuler et le cerveau qui est gonflé, mais qui ne peut pas chasser le LCR vers le canal spinal, les deux se mettent en équilibre pour donner une apparence normale chez quelqu'un en HIC. Et il n'est pas étonnant que des patients comateux avec un scanner normal ont de l'HIC. C'est pas compliqué. Ça va jusque-là? On reviendra après sur ces notions-là. Donc le monitorage, tout ça pour dire que la clinique ne suffit pas et il faut parfois avoir des outils parce que même l'imagerie, elle vous donne une image figée une fois. Vous n'allez pas faire un scanner toutes les secondes. Par contre, le monitorage, il est là en permanence. Et donc ce monitorage est utile pour pouvoir suivre le malade à tout instant pour qu'il ne nous échappe pas. Parce qu'il suffit d'une heure d'une hypertension intracrânienne sévère et le malade est mort. Donc cette continuité, cette visibilité tout le long de l'hospitalisation du malade est indispensable. Donc on a un certain nombre d'outils, vous voyez la PIC, qui nous permet de calculer la pression de perfusion cérébrale en mesurant la pression artérielle moyenne, puisque la PPC, la pression de perfusion cérébrale, est égale à la pression artérielle moyenne moins la PIC, on reverra ça. Et puis on a le Doppler transcrânien, qui est un outil non invasif qui permet de mesurer les vitesses, de mesurer l'index de pulsatilité, on verra tout à l'heure, qui est corrélé à la perfusion cérébrale. Et puis d'autres outils plus ou moins invasifs, comme la saturation jugulaire veineuse, on verra tout à l'heure, qui est de moins en moins utilisée actuellement parce que assez invasive. La NIRS, ce qu'on appelle le proche de l'infrarouge, avec lequel on mesure de façon non invasive. Il y a la PTO2, la pression tissulaire cérébrale en oxygène. On implante une électrode dans le cerveau, une sorte de petite pile microscopique, enfin micropile, qui va nous donner, on va voir tout à l'heure, et puis d'autres techniques qui nous permettent justement de regarder le cerveau dans son ensemble à travers un certain nombre d'éléments, ce qui nous évite d'avoir une vision tronquée du cerveau. On va commencer par la pression intracrânienne qui est la plus importante, et vous êtes en charge du malade, vous devez réagir devant cette pique. Mais il faut savoir que l'hypertension intracrânienne qu'on va surveiller, c'est à partir d'un certain seuil, mais ça, on le verra. Pourquoi cette pression intracrânienne est importante? Parce que, je vous montre quelques études, parce qu'on est quand même dans un DU, où on doit parler quand même des études qui nous permettent d'affiner, parce que c'est pas, vous n'êtes pas à l'école d'infirmière où on fait des cours basiques. Là, vraiment, vous êtes dans l'universitaire, donc on est obligé, vous êtes dans le médical, donc le médical universitaire, on va dire. Vous voyez cette plaque, je n'insiste pas trop dessus, mais plus on est en HIC et moins on survit. Pour dire que l'hypertension intracrânienne impacte le taux de survie. Plus les patients sont en HIC et moins ils survivent. C'est ce que montre cette plaque. Vous voyez, en bleu, on voit ceux qui ont une pique basse. Quand on descend, au fur et à mesure, vous voyez, le nombre de survivants diminue au fur et à mesure que la pique monte. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, vous voyez. Et puis, parmi les patients chez qui on monitore la pique, la pression intracrânienne, ceux qui ont des montées de pique intempestives et qui durent quelques minutes, lorsqu'on additionne toutes ces montées dans le temps, eh bien, ces patients ont un plus mauvais devenir que ceux chez qui, sur la première courbe au-dessus,
ont une pique tout le temps en dessous de 20. Ça veut dire que la mortalité, c'est une évidence, varie avec la pression, avec le contrôle ou pas de l'hypertension intracrânienne. Deux techniques de monitorage. On a une technique qui est la plus vieille, où ça consiste à mettre un cathéter dans le ventricule. Ça s'appelle la dérivation ventriculo-externe. On met un tuyau et ça nous permet d'avoir la pression sous forme de colonne d'eau qui est transmise, puisqu'on est au milieu des ventricules, dans le LCR, et donc on a une pression transmise par l'eau, comme celle qui est transmise par la pression d'une artère, quand on met la pression artérielle. D'accord? Transmission de la pression dans une colonne liquidienne. Vous allez voir que cette technique, elle est plus invasive, mais elle apporte plus de possibilités que la simple mesure de la pique elle-même. On va le revoir. Et puis on a la deuxième technique, qui est une fibre qui permet de donner la pression. Il suffit on n'a pas à chercher les ventricules, c'est ça la simplicité de cette technique. On se met dans le parenchyme cérébral et elle nous donne la pression intracrânienne. Donc on fait un petit trou, on l'enfonce de 1 cm et c'est fini. Alors que la DVE, non, il faut aller dans les ventricules qui sont mieux sur l'autre, donc ça demande une technicité plus importante. Bon, les recommandations, je ne vais pas insister dessus, on les a faites en 2016. J'y ai participé avec mes collègues, donc on a réécrit un petit peu ce qui manquait dans les recommandations pour les mettre à jour. Et vous voyez que la dérivation, la mesure de la pression intracrânienne, est importante parce qu'elle nous permet d'éviter les ACC, surtout dans des situations où le malade n'est plus évaluable cliniquement, il est endormi, ou bien lorsque le patient a des critères de gravité et qu'on doit l'envoyer ou on doit l'opérer pour une chirurgie, par exemple, orthopédique, et parce qu'on sait dans les études que 30% des patients qui sont envoyés pour la chirurgie, 30% ont souvent une pression de perfusion cérébrale inférieure à la normale. Et donc, ça, c'est à prendre en compte. Je passe les recommandations. Donc là, il faut recourir à cette technique lorsqu'on a des patients qui sont un Glasgow bas, surtout le Glasgow moteur, les patients qui décérèbrent, qui décortiquent, c'est pas normal, ils ont des raisons d'être lâchissés. Et puis ceux qui ont des signes d'engagement, ceux qui ont une grande instabilité hémodynamique, et puis ceux qui ont un scanner, parce que oui, on ne se limite pas uniquement à l'examen clinique, ceux qui ont un scanner qui suggère une hypertension intracrânienne, et on détaillera les signes de l'hypertension intracrânienne au scanner lorsqu'on fera le trauma crânien. Et puis voilà, donc des situations où le patient risque d'être instable, celui-là, il faut le monitorer pour avoir une vision sur ce qui se passe dans la tête lorsqu'il est dans l'anesthésie générale pour une chirurgie où il risque d'être sous-évalué pendant un geste chirurgien ou en réanimation parce qu'il dort, parce qu'on l'a endormi. La dérivation ventriculaire par le cathéter nous apporte énormément d'avantages par rapport à la simple pique. Par exemple, je vous ai montré ici un patient que j'ai enregistré en réa, regardez, et ça c'est une courbe réelle d'un patient. Il était en HIC, une pique, elle était même jusqu'à presque 27-28, et je retirais à chaque fois un petit peu de liquide céphalorachidien et j'ai tracé, on a fait la courbe de compliance. Et regardez, à chaque fois que j'enlève un petit volume, la pique baisse, et voilà. Donc, d'une part, ça m'a permis de mesurer la pique du patient, en clampant à chaque fois, et d'autre part, ça m'a permis de faire pour m'amuser, de faire une courbe pour l'enseignant, une courbe de compliance, et vous voyez comment, quand on traite, quand on évacue le LCR, on fait baisser la pique. Mais ça, c'est pas un scoop. Donc voilà. Mais vous avez une courbe réelle avec un patient qui part de 28, et avec le drainage, on arrive en dessous de 10. Mais ce n'est pas que ça, la dérivation va nous permettre de mesurer la pique, de mesurer la pression de perfusion cérébrale, de calculer la pression de perfusion cérébrale, mais aussi elle nous permet de traiter le malade puisqu'elle draine le liquide céphalorachidien. Et puis elle permet de réduire l'œdème. Par quel mécanisme? Le cerveau cherche des trous par lesquels, c'est comme une soupape, par lequel essaye de sortir l'œdème. Il va trouver ce trou au niveau de la DVE. C'est une zone de dépression. Et donc il va converger vers le système ventriculaire pour être éliminé avec le LCR. Il n'y a pas que ça. Lorsqu'un patient a un trauma crânien, avec des fractures multiples, des plaies multiples, une rupture dans les méninges, avec une fuite de LCR, qu'est-ce qu'il risque? La méningite. Et lorsqu'il est en HIC, quel est celui qui prendra le risque d'aller faire une PL? Faire une PL chez un patient qui est en HIC, c'est l'engager. Donc, le fait d'avoir la dérivation, on dispose de LCR en permanence pour pouvoir analyser et dire, tiens, le LCR, il n'y a pas de germe, le malade n'a pas de méningite. Donc, une autre utilité. Dernière utilité,
c'est le patient qui fuit de partout parce qu'il a une plaie de la base, une fracture de la base, il y a du LCR qui coule. Le fait de drainer par en haut, on réduit la pression sur la base et ça permet, avec une réaction inflammatoire, de fermer les brèches. On fait un surdrainage pour que ces brèches puissent se refermer sous l'effet de la réaction inflammatoire, parce que si elle LCR sous pression qui continue de descendre, eh ben ça coulera. Mais le fait de le drainer complètement par en haut, ça permet une cicatrisation. C'est-à-dire, on met hors tension. Et on draine en général le liquide, on met la poche à un niveau de 10 cm d'eau. C'est-à-dire, le malade est allongé, le repère du zéro est à mi-distance entre le tragus de l'oreille et le coin de l'œil, et on met la poche à 10 cm au-dessus. 10 cm, ça correspond, parce qu'on oublie toujours de faire la conversion. 1 mètre d'eau, 1000 cm, égale 760 mm de mercure. Donc le millimètre de mercure, parce qu'il faut convertir, parce que ce que nous donne l'écran, ce qu'on a à l'écran, c'est des millimètres de mercure, parce que c'est converti en millimètres de mercure. La poche, c'est des centimètres d'eau. Donc, quand on dit on met la poche à plus 10 cm d'eau, c'est à peu près 8 mm de mercure, puisque 1000 cm d'eau égale 10 mètres d'eau, pardon. 1000 cm d'eau égale 760 mm de mercure. Donc, 1 mètre d'eau égale 10 mètres d'eau, c'est 1000, égale 760 mm de mercure. Vous faites la conversion, vous voyez que le millimètre de mercure, c'est à peu près 1,3 cm d'eau. Pour faire parce que vous gérez la position de la poche au lieu du malade. Qui parmi vous a fait de la neurochirurgie ou de la neuroréanimation? Ouais, ok. Si c'est compliqué, vous me dites. Il ne faut pas qu'on avance. Vous avez. Alors, tout ça pour vous montrer qu'on a fait un travail. On a vu que les patients qui ont un monitorage seul et ceux qui ont le monitorage plus la DVE avaient été dans de meilleures conditions. On contrôlait la pique plus facilement. On utilise moins de puissance thérapeutique, donc moins de traitement. Ça veut dire que le drainage est vraiment quelque chose d'efficace en termes de traitement. Ça, c'est pour vous montrer, on n'insiste pas sur... Et vous voyez les courbes, bref, on passe. Ça, c'est pas le plus important. Voici techniquement comment, donc c'est un trou au niveau de la région frontale et avec donc une petite incision, un trou avec le trou de trépan qui est fait et un tuyau qui est porté par, dans lequel il y a une tige métallique qui permet de traverser le cerveau et d'aller jusqu'au niveau des ventricules. Et vous voyez ici, donc le trou. Ensuite, on tunnelise pour que ce ne soit pas un regard, c'est ce que font nos chirurgiens. Donc voilà, ils passent directement. Voilà, là, ils connaissent bien les repères puisqu'ils ont l'habitude. Et il est relié à une poche et après à une tête de pression. Voilà un peu le montage qu'on a au lit du malade. Vous avez une dérivation. En fait, il pique ici. Après, il tunnelise. Elle est liée à la poche. La poche, elle est là. Oui, ça, c'est une patient qui avait une hémorragie méningée. Et vous voyez, la tête de pression est là, puisque le zéro est là. D'accord? Et puis, on a mis la poche à 10 cm. Le zéro, je vous dis, c'est entre le tragus de l'oreille et le coin de l'œil. Et voilà, on est ici. Donc, le zéro ici, on met à 10 cm au-dessus du zéro. Pour se mettre dans les limite du physiologique. Nous, dans notre tête, il y a une pique autour de 8-10, allez, on va dire, 8 à 12. Donc, on l'a mis à 8 chez le malade. Et dès que la pression est au-dessus de 8, le LCR va être chassé, il va couler dans la poche. C'est-à-dire que si la pression dépasse le niveau de la poche qui est à 10 cm, c'est-à-dire 8 mm de mercure, ça coule. Et si par contre la pression monte beaucoup et que le système ventriculaire est complètement vide, ça veut dire que le LCR, le drainage du LCR ne suffit plus. C'est-à-dire que le cerveau a gonflé, il continue de gonfler, même si le système ventriculaire est fente. Il est complètement fait. Ça veut dire qu'il faut passer à d'autres thérapeutiques, le drainage ne suffit pas. C'est clair pour vous, là Ensuite, là c'est le monitorage de la pique standard. Ça c'est une fibre qu'on met, elle est là. Elle n'avait pas besoin d'être là, on aurait pu s'arrêter ici, et c'est bon. Voilà, on est dans le crâne, on est dans le cerveau, c'est bon. Et voilà, ça vous donne une pression continue. Alors, nous, le principe qu'on a choisi en réanimation pour éviter que l'infirmière... Parce que quand vous avez une DVE, pour avoir la pression, parce que vous avez la poche ouverte pour qu'elle coule, pour que le LCR coule quand la pique monte. Mais si c'est ouvert, vous ne voyez pas la pique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à chaque fois clamper pour mettre la tête de pression en rapport direct avec le malade. C'est-à-dire vous fermez, le liquide ne coule plus pour que le système soit en équilibre et envoie la pression. Mais l'infirmière ne peut pas faire ça. Elle peut le faire toutes les 3 heures, mais elle ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas le faire
toutes les minutes, toutes les heures. Donc, pour s'affranchir de ce problème, parce que imaginez qu'à chaque fois que vous drainez, 10 minutes après, la pique remonte. Ou bien elle est élevée en permanence. Dès que vous fermez, toujours, vous ne pouvez pas rester à côté du mât. Donc, on a choisi de faire le monitorage par la fibre et le drainage ouvert en permanence. Et si la pique monte, on sait que le drainage est dépassé et qu'il ne suffit plus. Parce qu'on a un système de monitorage continu. D'accord? Donc, on monitore en continu et on draine en continu, à plus 10. Après, si elle dépasse 10 cm d'eau, ça coule. Et si à un moment donné, la fibre monte, on est à plus 20 ou plus 30, ou à 30 de pression intracrânienne, ça veut dire que le drainage ne suffit pas. Ou bien, le tuyau s'est bouché, ça aussi. D'accord? Donc, voilà le système, le drainage, le monitorage. Et les deux sont séparés. Et puis, l'avantage de la DVE, elle nous permet de savoir si la fibre, parce que c'est une mesure indirecte quand même, la mesure de la pression à travers la colonne d'eau est une mesure directe et fiable, et on peut refaire le zéro. Avec la fibre, on ne peut pas. Et il arrive qu'un certain nombre de monitorages de pic avec la fibre donnent des chiffres faux. Et grâce à la DVE, qu'est-ce qu'on fait? On refait le zéro de la DVE et on regarde si les deux donnent le même chiffre. Le plus fiable, c'est la DVE. Si la DVE nous dit que votre fibre donne une bonne pression, c'est bon, ok. C'est-à-dire, la DVE permet de vérifier que la fibre ne donne pas des chiffres faux. Et il arrive que parfois, on a la fibre qui nous donne 40 de pic et sur la DVE, le MAD a 10. Ça veut dire qu'il y a une dérive du zéro, elle devient plus fiable. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'être prisonnier d'une fibre et puis se demander si elle marche ou elle ne marche pas. Donc, on a les deux. Bien entendu, c'est des malades graves. Donc, le malade grave, monitorage sérieux. C'est pour être un monitorage fiable. Et fiable, il faut que chaque monitorage contrôle l'autre. Parce que si vous n'avez qu'une seule fibre, des fois, ça nous induit en erreur. Ensuite, après la pique, on passe à la perfusion cérébrale. Le fait de disposer du monitorage de pique, on peut avoir la perfusion cérébrale. On peut l'avoir par la pression de perfusion cérébrale, qui est calculée à partir de la pression artérielle moyenne. La pression de perfusion cérébrale, qui est la PPC, elle est égale à la pression artérielle moyenne moins la pique. Et puis, on peut avoir une idée sur la perfusion cérébrale par l'utilisation du Doppler transcrânien, qui nous mesure un index qui s'appelle l'index de pulsatilité, on le verra tout à l'heure, qui est la vitesse systolique moins la vitesse diastolique sur la moyenne, et cet indicateur doit être, l'IP doit être inférieur à 1,3. S'il passe au-dessus de 1,3, ça veut dire qu'il y a une hypoperfusion. Et souvent, c'est accompagné d'une baisse de la vitesse diastolique. On va le voir tout à l'heure. La pression de perfusion cérébrale, PAM moins pic, ce que je vous ai dit, et globalement, les recommandations, c'est de se retrouver avec une PPC entre 60 et 70. Les malades, on doit les mettre entre 60 et 70. Je vous passe donc je vous passe ça. Les recommandations, voilà, je vous donne directement. Ça, c'est les Américains, 60-70. Nous les avons suivis, pareil. Enfin, ça va suivi. On fait pareil, nous avons suivi parce que on le suit. Il y a une littérature, on se base sur ce qui existe. Donc, en 60-70, sachant que c'est un standard, on va dire, mais on a des patients qui peuvent nécessiter plus, d'autres qui peuvent nécessiter moins. Je vais vous montrer des exemples pour vous dire que l'idéal, c'est de faire un traitement à la carte, parce que quand on dit 60-70, on imagine que tous les patients se ressemblent, en met 60-70, c'est bon. Ce qui n'est pas exact. Dans la réalité, c'est que les patients ne se ressemblent pas. La majorité sont bien avec 60-70 mm de mercure, mais il y a ceux qui sortent des normes et qui peuvent avoir moins, parce que sinon on refait plus, ils font de l'édème cérébral. Et il y a ceux qui ont besoin d'avoir plus, parce que sinon on leur fait moins, ils font de l'ischémie. Donc vous voyez, et c'est pour ça qu'on dispose d'autres outils qui nous permettent d'optimiser la perfusion cérébrale, surtout l'oxygénation cérébrale, on verra tout à l'heure. Voilà le Doppler par exemple. Regardez, là c'est la vitesse systolique, qui est celle qui est transmise, et puis la plus importante, c'est la vitesse diastolique, c'est elle qui va alimenter le cerveau. Et donc c'est elle qui va subir les contraintes à l'intérieur du crâne, et s'il y a une pression intracrânienne élevée, c'est la vitesse systolique qui a du mal, la vitesse diastolique, pardon, qui a du mal à passer. Parce que la systolique, elle est transmise directement du cœur à travers l'aorte, c'est une pression élevée.
Mais la diastolique est plus basse, le cerveau est irrigué en systole et en diastole. C'est un organe noble, il doit avoir une perfusion continue. Et cette perfusion continue ne peut pas être assurée si la vitesse diastolique est basse, c'est-à-dire si le débit diastolique est bas. Donc, si la vitesse baisse en dessous de 25, ce n'est pas bon. Et donc, regardez l'IP, c'est la vitesse systolique, moi la vitesse diastolique, voilà un Doppler de polygone de Willis, et l'IP, elle est inférieure en général à 1,2. Ce qui se passe, voilà, c'est quand vous avez une pression intracrânienne élevée ou une hypocapnie, on verra ça tout à l'heure, vous avez la diastole qui va s'effondrer, et forcément la diastole s'effondre, elle est là. Si la diastole s'effondre, l'IP va augmenter, VS moins VD, ici ça va baisser, l'IP va augmenter. Et si elle monte tout de suite 1,3, on est en situation d'hypoperfusion cérébrale. Donc c'est un indicateur de perfusion cérébrale. Alors, ici, je vous donne deux notions, parce que vous ne pouvez pas raisonner devant les thérapeutiques si vous n'avez pas deux notions essentielles de physiopathologie, que je vais vous montrer maintenant, et sur lesquelles je vous demande de vous concentrer, parce que c'est important. Ce sont les deux notions les plus importantes de physiologie et de physiopathologie que vous devez connaître, parce que vous êtes directement avec le malade. La circulation cérébrale est dotée d'un mécanisme qui s'appelle l'autorégulation en pression. Je vais vous faire là, le côté théorique. Après, je vais vous le montrer au lit du malade. Parce que j'ai fait des enregistrements. Vous savez, on a un métier amusant, sérieux, mais amusant. Parce qu'on sauve des patients, et en même temps, c'est tellement riche, voilà, c'est mieux que de jouer avec une gamme. On est là, on soigne sérieusement le malade, et en même temps, il y a plein d'outils qu'on utilise qui nous permettent de comprendre les choses. Alors, en théorie, voilà, vous avez le plateau d'autorégulation, c'est ce plateau-là. Ça veut dire quoi? Ici, c'est en abscisse, vous avez la pression de perfusion cérébrale. En ordonnée, vous avez le débit sanguin cérébral. Lorsque on monte la pression artérielle entre un chiffre qui est entre 50 mm de mercure et 150, eh bien, il y a un plateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en augmentant la pression de perfusion cérébrale, par le biais de l'augmentation de la pression artérielle moyenne, le débit ne bouge pas, il est constant sur ce plateau. On a monté la pression, le débit ne bouge pas. Forcément, il y a un autre paramètre qui doit bouger. Sinon, ce n'est pas normal. Alors, on continue. En fait, on crée de la vasoconstriction à débit constant. Ça veut dire quoi? Regardez la formule ici. Le débit est constant. Le débit, c'est la pression de perfusion cérébrale divisée par les résistances vasculaires cérébrales. C'est une fraction. Si je fais monter la pression ici, eh bien, qu'est-ce qui va suivre? Les résistances. Ça veut dire que pour que le débit reste constant, les résistances vont augmenter. Ça veut dire quoi, les résistances augmentent? Ça veut dire que c'est une vasoconstriction. Pour comprendre ce que je dis, je prends un robinet ouvert à un débit donné. Je ne touche pas au robinet. Vous êtes dans le jardin, l'arrosé du jardin. Vous ne touchez pas à votre robinet. Vous prenez un tuyau qui est gros sur le robinet. Vous arrosez. Prenez 1 mètre de tuyau, on va dire. Allez, 1 mètre de tuyau avec un gros diamètre. Vous ne touchez pas au robinet, puisque le robinet, c'est lui qui a sur le débit. Vous prenez un autre tuyau de 1 mètre et vous prenez un diamètre plus petit. Vous avez le même débit qui va passer dedans, puisque c'est le robinet qui a sur le débit. Mais si je vous dis, quelle est la contenance la plus importante? Celui qui est fin ou celui qui est gros? Si vous les prenez remplis d'eau, c'est celui qui est fin. Il prend moins d'eau en termes de volume, mais il fait passer le même débit. Le gros tuyau prend beaucoup de volume et fait passer le même débit, puisque le débit il est assuré par quoi? Par le robinet. Mais en termes de raisonnement chez le patient, le robinet qui est gros, le tuyau qui est gros, il occupe beaucoup de place dans la tête. Et quand le patient est en HIC, il y a beaucoup de volume. Donc, le fait de maintenir le débit, puisque le débit est un paramètre qui est adapté à la consommation d'oxygène, eh bien, on va avoir un plus petit tuyau qui contient moins de sang, mais qui assure le même débit, puisqu'il ne touche pas au robinet, et donc on va gagner de la place à l'intérieur d'une boîte crânienne qui est bien pleine parce qu'il y a de l'œdème cérébral. Ça veut dire que si je fais monter la pression sur ce plateau d'autorégulation, qu'est-ce qui va se passer? Et regardez ici, lorsque je monte la pression de perfusion cérébrale, donc je décris dans ce cercle vertueux ce qui se passe ici. Lorsque je monte la pression sur le plateau, augmente la pression de perfusion cérébrale, il va y avoir une augmentation des résistances parce que les résistances vasculaires augmentent. Il y a une vasoconstriction. Donc, je réduis la taille des vaisseaux et leur contenance, mais avec débit constant. Donc, je n'altère pas l'arrivée du sang au cerveau. Et qu'est-ce qui va s'en suivre?
une baisse du volume sanguin cérébral, forcément parce que le tuyau contient moins de sang. Et cette baisse du volume sanguin cérébral, qu'est-ce qu'elle va amener chez le patient en hypertension intracrânienne, qui a une compliance cérébrale basse? Ça va faire baisser la pression intracrânienne. Et si la pression intracrânienne baisse, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une amélioration de la pression de perfusion cérébrale. On est dans un cercle vertueux, puisque la pression de perfusion cérébrale est égale à la PM moins la pic. Si la pic baisse, la PPC augmente. C'est tout se tient. Et donc, ça s'appelle l'autorégulation. Et donc, on peut utiliser ça quand le patient est en hypertension intracrânienne, on lui fait monter une pression, et de telle sorte à vasoconstricter un peu, toujours à débit constant pour préserver l'arrivée selon les besoins du cerveau, et à ce moment-là, on baisse la pique. Est-ce qu'on le voit au lit du malade? On va regarder, c'est un enregistrement au lit. Ça, c'est un patient, pour dire qu'on vérifie parce qu'on a envie toujours de passer du livre au malade. Regardez ce patient, c'est un enregistrement. Nous n'avons pas le débit au lit des patients, mais on a les vitesses au Doppler. Lorsque je monte la pression, ça c'est la cérébrale moyenne, middle cerebral artery, donc l'artère cérébrale moyenne, on la verra tout à l'heure dans le Doppler. Donc je mesure la vitesse. Regardez ici, la vitesse monte parce qu'on est là. Quand j'arrive sur le plateau, je monte la pression. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne bouge plus, j'ai un plateau. Si je me réfère à ma théorie, quand j'arrive sur ce plateau et que je monte la pression ici, il devrait y avoir une vasoconstriction. Mais qu'on ne voit pas, nous, on ne la voit pas, on la suppose, puisque c'est dans les livres. Mais si elle est vraie, je devrais voir ma pression intracrânienne baisser. Regardez ce qui se passe au niveau de la pression intracrânienne. Le patient avait 32 pics. Regardez, tant qu'on est là, il ne se passe rien du tout. Quand j'arrive au plateau, je continue de monter la pression. Qu'est-ce qui se passe? La pression intracrânienne baisse. J'ai réduit mon tuyau. La quantité de sang dans la tête a diminué. La pique a baissé, comme si j'avais réduit, fait gagner de la place au cerveau. Tout ceci se passe au niveau des petites artérioles en intracérébral, que le Doppler ne voit pas. Le Doppler, il voit uniquement une modification. Parce que vous pouvez me dire, pardon, parce que, il faut que je revienne, excusez-moi, ça allait trop vite. Regardez, parce que là, on voit que ça ne bouge pas. Vous dites le Doppler, ça s'est diminué, pourquoi le Doppler ne voit pas les vitesses s'accélérer? Le Doppler, il voit les gros troncs. Et au niveau du gros tronc, ça ne bouge pas. Ce phénomène de vasoconstriction se passe dans les petits vaisseaux. Sauf que sur les gros troncs, l'artère sylvienne, on ne voit pas de changement. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit une vitesse qui reste stable. Mais c'est sur le gros vaisseau. Et pourtant, la pique baisse. Elle baisse parce que ce phénomène de vasoconstriction se passe dans les artérioles qu'on ne voit pas. Et donc, on rétrécit les artères à débit constant. Et qu'est-ce que vous avez? La pique qui baisse. C'est l'autorégulation. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est vraiment important. Il y a des notions sur lesquelles, avec lesquelles on doit sortir. Je continue. Mais il y a des patients qui n'ont pas d'autorégulation. 90%, allez, 80 à 90% des patients ont une autorégulation. Un certain nombre perdent l'autorégulation. C'est-à-dire, si vous leur mettez la pression monte, la pression intracrânienne monte dans la tête. Ils ont des vaisseaux qui deviennent amorphes. Et donc, ils n'ont pas d'autorégulation. C'est pour ça qu'il y a des éléments qui nous permettent de situer les patients. Est-ce qu'il a une autorégulation, est-ce qu'il n'a pas? Celui qui n'a pas d'autorégulation, eh bien, lorsque vous montez la pression, le débit monte. Regardez, il se vasodilate parce qu'il y a des vaisseaux qui ne régulent plus. Est-ce qu'on le voit en réalité? Voilà. Regardez ce patient. Je lui monte la pression. Ici, c'est la pique. La pression monte, la pique monte. Je rebaisse la pression, la pique baisse. Et les vaisseaux, vous voyez, la vitesse Doppler monte. Je baisse la pression, ça baisse. C'est-à-dire qu'il ne régule rien du tout. Le fait de savoir ça, j'ai déjà caractérisé le patient. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'un outil peut vous permettre de voir les patients différemment et vous groupez vos patients dans des groupes différents. J'ai perdu mon clavier. D'accord, jusque-là, c'est pas compliqué. Donc, vous voyez, ça veut dire que ça peut nous aider à soigner les patients de façon adaptée et individualisée. L'IP, je reviens au Doppler, l'index de pulsatilité, lui aussi est un indicateur de perfusion. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, quand l'IP monte, eh ben, là, regardez, l'IP est élevé, on monte la pression, l'IP baisse.
C'est un indicateur de perfusion. Et quand je dis perfusion, c'est-à-dire il est corrélé au débit sanguin cérébral, pas à la pression de perfusion cérébrale, même s'il y a un lien avec la pression de perfusion cérébrale. L'IP est un indicateur de perfusion. Quand on dit perfusion, c'est débit sanguin cérébral. Et je vais vous montrer pourquoi il est plus noble que la simple pression de perfusion. Parce que, pour vous montrer un peu, la pression, c'est comme vous dites, c'est comme si on comparait la pression artérielle au débit sanguin cérébral. L'IP, c'est comme si on le comparait donc, au débit cardiaque. L'IP, c'est le débit sanguin cérébral. Et la PPC, c'est la pression artérielle. Et vous voyez qu'il y a des patients parfois qui sont en état de choc, ils ont une pression artérielle à 11. Et pourtant, ils sont oliguriques ou anuriques, ils sont marbrés, ils sont choqués, ils ont 11. Parce que la pression, le terme pression implique autre chose qui est différent de lui, ça implique des moyens de régulation qui vont intervenir pour essayer de la maintenir, comme le système sympathique. Donc, on a une pression qui se maintient, parce que c'est un paramètre régulé, on maintient une pression grâce à des phénomènes, pourtant le patient est à sec, il n'y a rien qui circule, et pourtant il maintient sa pression. Parce qu'il y a des systèmes vasoconstricteurs qui permettent de maintenir la pression malgré l'état hypovolémique, par exemple, du patient, ou malgré sa choc. Et donc, la pression n'est pas un bon indicateur. Vous voyez, la diurèse, le débit sont des éléments importants. Et pourtant, vous voyez que la pression n'est pas un élément important. L'IP est au-dessus de la pression. Il caractérise ou il est corrélé à la perfusion cérébrale, donc au débit sanguin cérébral. OK ? C'est pour ça qu'il est important. Et je vais vous donner l'exemple comme quoi la PPC s'améliore et pourtant le patient est en hypoperfusion. Regardez par exemple ici un patient qui avait un IP élevé au Doppler, on a monté sa pression jusqu'à avoir 1,2. Et en fait, il avait 1,2 d'IP grâce à une pression à 75 à peu près, de pression de perfusion cérébrale. Donc, grâce à l'IP, j'ai pu trouver la meilleure PPC pour que l'IP baisse à 1,2. Alors, on a parlé de l'autorégulation. Maintenant, on va parler d'un deuxième élément que vous devez retenir. Après ça, on va dérouler parce que ça, c'est des notions importantes que vous devez retenir. Quand vous touchez au respirateur, au bouton du respirateur, sans le savoir, vous touchez au cerveau. Les deux paraissent loin, c'est des tuyaux, mais quand vous tournez le bouton du respirateur, vous touchez au cerveau. Je vais vous l'expliquer. Ça, c'est la théorie. On passera au lit comme ça. J'aime bien qu'on passe de la théorie au lit. La ventilation. Lorsque le patient est hypercapnique, ça veut dire que lorsqu'on baisse la ventilation, quand on baisse la ventilation, le CO2 monte dans le sang, puisqu'on n'élimine plus. On hypoventile le patient. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on hypoventile, on crée de l'hypercapnie. Et l'hypercapnie génère de la vasodilatation au niveau du cerveau. Les vaisseaux du cerveau se dilatent. En plus de ça, le débit sanguin cérébral augmente. Donc, retenez, l'hypercapnie est vasodilatatrice cérébrale, donc baisse les résistances, et augmente le débit sanguin cérébral. Rien qu'à l'effet du CO2. D'accord? À l'inverse, lorsqu'on hyperventile, et regardez bien, c'est là où je vous demande de regarder, parce que c'est important, lorsqu'on hyperventile le patient, la capnie baisse, on crée de l'hypocapnie. Et contrairement à ce qui se passe quand on est hypercapnie, qu'est-ce qu'on crée? L'inverse, une vasoconstriction. On serre les vaisseaux. Et qu'est-ce qu'on fait en même temps? Eh bien, une baisse du débit sanguin cérébral. On peut créer de l'ischémie avec l'hyperventilation. Vous voyez bien que votre bouton que vous tournez n'est pas très loin du malade. Et donc, c'est toute la problématique de l'hyperventilation qui peut créer du bas débit sanguin cérébral. On peut tuer le malade en étant loin de lui. Donc, attention. Regardez, c'est du PET scan. Vous voyez cette diapo ou cette représentation où on a, enfin, du PET scan, ça c'est un traumatisé crânien en normocapnie. Tout ce qui est rouge, ce sont des zones de bas débit. C'est-à-dire le patient est ischémique au niveau de ces zones-là, c'est un trauma crânien grave. Ce malade a été hyperventilé. Donc on l'a mis en hypocapnie. Hyperventilé, hypocapnie. On a créé de l'ischémie. Mais c'est vrai qu'il est difficile de prendre le malade au PET scan pour lui faire des examens lourds et difficiles. Nous, on a envie de voir au lit du malade. Je vous montre mes enregistrements au lit du malade. Regardez. Ce patient avait 32 pics. Je l'hyperventile. Regardez le CO2. Il baisse.
D'accord? La pique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rapproche de zéro. On est des champions, hein. Alors on tourne le bouton, presque zéro de pique. Mais, ça c'est la partie rassurante. Mais il y a la partie qui est moins rassurante. Regardez, la capnie baisse, la vitesse Doppler baisse. L'index depuis, regarde la vitesse, elle baisse, ça veut dire qu'elle est un peu le reflet du débit. Ils vont dans le même sens, elle ne reflète pas le débit, mais ils vont quand le débit baisse, la vitesse baisse. C'est-à-dire ils sont dans le même sens. La vitesse baisse. Regardez l'oxygénation cérébrale. Le sang qui sort du cerveau s'appauvrit en oxygène. Pourquoi il est pauvre en oxygène, le sang veineux qui sort du cerveau? Parce que le débit a baissé. Et ça se traduit comment sur ce sang? C'est que l'extraction a augmenté. Le cerveau extrait plus, et donc, parce que le débit a baissé, il y a un équilibre entre débit et extraction. Le débit baisse, l'extraction augmente. Le débit augmente, l'extraction baisse. Vous avez une baguette par jour, vous avez besoin d'une baguette par jour. Si vous boulanger passe tous les jours, avec sa charrette, vous prenez une baguette tous les jours. S'il passe une fois par semaine, vous prenez combien? 7, parce que vous consommez une par jour. C'est pareil. Si le débit baisse, l'extraction augmente. C'est les choses, c'est les exemples de la vie de tous les jours. Donc le débit a baissé, l'extraction a augmenté et le sang qui sort de la tête est pauvre en oxygène. Et l'index de pulsatilité, regardez, l'IP est monté. Vous dites non, la pique a baissé, mais votre mal ne va pas bien. Il est sous-perfusé. Et si vous regardez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, regardez, on passe de 30 à 1 ou 2 de pique. La PPC, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté, puisque c'est la pression artérielle moyenne moins la pique. La pique a baissé, forcément la PPC a augmenté. Et malgré cette augmentation de PPC, le patient est moins perfusé. Vous voyez, donc l'IP traduit la perfusation. Lui, dis-moi la PPC, je m'en fous, votre malade n'est pas bien. Et pour dire les choses plus simplement, le malade était mieux quand il avait 30 de pique que lorsqu'il avait presque 0 de pique. Là, au moins, il avait une pique élevée, mais il était bien perfusé, il était bien oxygéné. Là, il est proche de 0 de pique, il n'est pas très bien perfusé, il n'est pas très bien oxygéné. Pour vous dire attention, et c'est pour ça qu'on ne traite pas la pique, la pression intracrânienne, au détriment du débit sanguin cérébral et de la perfusion cérébrale, parce que le cerveau, il ne se nourrit pas de pression, il se nourrit d'oxygène et d'autres substrats énergétiques que le sang apporte. Si vous baissez l'arrivée de sang, ça ne sert à rien. La pique, ce n'est qu'un chiffre tout bête qui ne veut pas toujours tout dire. Ok, c'est clair? Alors maintenant, si on a un IP élevé, d'accord, l'index de pulsation qui s'élève, on est en hypoperfusion. Donc, qu'est-ce qu'on a? On recherche IP élevé, on recherche si ce n'est pas l'hémodynamique générale qui est altérée, le patient peut être hypovolémique, il peut donc être vide, avoir une défaillance cardiaque. Ou bien on va voir si on n'a pas trop ventilé, vous avez compris, quand on ventile trop, on met le patient en bas débit cérébral. Est-ce qu'il n'a pas une PPC qui n'est pas adaptée à lui? Parce qu'on nous a dit de mettre 60-70, mais peut-être que si je lui mettrais plus, il sera mieux. Si le malade n'a pas de monitorage, parce que des fois on ne veut pas monitorer, on dit oh, on va attendre. L'IP est élevé, il faut surtout savoir si le malade est en HIC ou pas. Donc là, ça oblige à faire, surtout si le patient est comateux, ventiler, ça oblige à mettre une fibre pour monitorer. Regardez ici, par exemple, un arrêt circulatoire, comment il se produit, c'est la diastole qui s'effondre. Et c'est ça qui fait monter l'IP jusqu'à s'inverser. La vitesse, vous voyez, c'est la vitesse diastolique qui prend. C'est pour ça que je vous ai dit, la vitesse diastolique joue un rôle important. Et quand elle s'inverse, on est en mort cérébrale. C'est ce qui se passe. Regardez, on a un Doppler de mort cérébrale. Regardez, la systole, elle est rouge, elle est positive, c'est-à-dire le sang arrive dans le cerveau. La diastole est négative. Elle est refoulée du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau est tellement tendu, le sang sous pression systolique arrive, vous voyez, la pression systolique, elle est à 143. La pique est à 88. C'est-à-dire que la pression systolique, elle arrive, elle rentre dans les vaisseaux parce qu'elle est supérieure au niveau de pique, mais la diastole qui est à 67, regarde, vous allez voir, 67, elle est inférieure au niveau de la pique. Donc en systole, le sang arrive, en diastole, il est refoulé. Ça veut dire quoi? Si on fait un angioscanner, par exemple, artério-veineux, on verrait du sang arriver dans les artères, mais on ne verrait pas de retour veineux. Pour qu'il y ait un retour veineux, il faut que la systole et la diastole passent. Qu'est-ce qu'on verrait en artériographie? Un aspect d'arbre mort. C'est des branches
vide. Le sang arrive, il allume des artères, mais il ne peut pas traverser le cerveau, pas de retour veineux. C'est des choses toutes pas compliquées, tout simple, parce que le sang est refoulé. Il arrive dans les artères, il va rencontrer un cerveau tendu qui ne laisse pas passer parce que la pique est plus élevée, ça revient en arrière. Le cerveau est mort. C'est des artères qui se remplissent mais qui n'irriguent pas le cerveau. Parce qu'il faut que ça traverse les capillaires et que ça revienne. Il n'y a pas de temps veineux, il n'y a pas de passage. C'est facile, c'est simple, pas compliqué ça. Et vous le voyez, je vous ai montré un Doppler de mort cérébrale. Voilà le flux que ça donne. Une systole et un flux négatif. Ensuite, on a du monitoration de l'oxygénation cérébrale. Tout le monde ne le fait pas parce que ce n'est pas encore tout à fait validé, mais c'est en cours. On a la saturation, l'oxygénation cérébrale, 4 techniques, celle qu'on faisait avant mais qui devient de moins en moins utilisée. Pourquoi? Parce qu'on touche aux veines cérébrales et ça comporte un danger parce que c'est quand même les jugulaires, on met les cathéters dans le jugulaire par voie rétrograde. Et le problème, c'est que souvent, il y a une jugulaire dominante, c'est la thrombose, et ben on gêne le retour veineux cérébral, c'est problématique. Et puis, on peut toucher la carotide quand on n'est pas entraîné. Et puis, il y a la PTO2 qui est en train de gagner du terrain. Et il y a même un travail en France qu'on est en train de faire en multicentrique, un PHRC, qui va justement nous dire si ça passe ou si c'est utile ou pas. Et puis, il y a la NIRS, c'est la technique à infrarouge, proche de l'infrarouge qu'on met sur le front. Et même qu'on insère, j'ai un matériel que je viens d'avoir, que je vais essayer d'utiliser dans le service, qui permet de mettre la NIRS dans le cerveau et pas un truc au-dessus du front. La saturation jugulaire, ça je vais vous parler rapidement de ça, c'est une technique où on met le cathéter dans la jugulaire et ça monte vers le haut et on recueille justement du sang veineux qui est analysé. Et on peut le faire par des gaz du sang ou bien il y a même des sondes qui permettent justement d'avoir des cathéters qui permettent d'avoir directement la JVO2. En fait, la JVO2, c'est la saturation moins la consommation d'oxygène sur l'hémoglobine par le débit, par le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine. Et vous voyez, le débit est là. Quand le débit baisse, cette fraction augmente et la différence diminue. Et donc, ça baisse. C'est-à-dire la JVO2, quand le débit baisse, la JVO2 baisse. Quand le débit augmente, ça va baisser et la JVO2 augmente. D'accord? Donc, c'est un reflet indirect du débit. Regardez ici, par exemple, un patient, PM, on le reverra tout à l'heure, la pression artérielle baisse, la pique augmente. Vous vous rappelez, la pique augmente parce que, vous voyez le plateau. Quand on va dans un sens, ça vasoconstricte, mais quand on vient dans le sens inverse, ça se vasodilate. Et regardez, c'est-à-dire la pression a baissé, sur le plateau, on revient en arrière, donc ça se vasodilate, la pique est montée, le cerveau a désaturé, le sang, la SJVO2 est basse, et lorsqu'on remet la pression artérielle, la pique, elle va rebaisser par l'autorégulation et la saturation jugulaire s'améliore. Ça veut dire que le débit s'est amélioré. C'est vérifiable tout de suite, il n'y a pas de mystère. Ça, c'est l'hyperventilation, on a vu, donc ça, c'est pas intéressant pour vous. Regardez ici, la saturation jugulaire, ça c'est, on a injecté du pentotal et on a vu ce que ça faisait. La pique était à 30, elle baisse. Parce que là, on a observé un phénomène particulier qui nous a intrigués. Regardez tous les paramètres. Le patient a reçu 500, il était à pic à 30, on donne 500 mg de pento en flash et on enregistre. La pique a baissé, la PPC a baissé, pardon. La SJVO2 s'est effondrée. Pourquoi? Parce que la pression a baissé, la vitesse a baissé, l'IP est montée. Mais ce qu'on fait, on va remonter la tension. Elle revient à son état antérieur. La pique reste basse. La vitesse reste basse, l'IP rebaisse, et pourtant, la saturation ne remonte pas. Et on a incriminé l'effet du pento comme un effet vasoconstricteur en profondeur du cerveau, et donc il peut créer de l'ischémie. Bref, ça c'est pour monter les enregistrements, c'est pas important de retenir tout ça. Ensuite, on a la PTO2. Tout ça, je vous le dis pour savoir, on ne vous demande pas d'écrire, de donner tous les mécanismes de fonctionnement, et voilà, donc c'est des principes à retenir. En fait, la PTO2, c'est une pile, on va dire une micro-pile, qui est sur une fibre, avec donc une anode et une cathode, et qui permet d'avoir un courant électrique entre l'anode et la cathode, et en même temps, quand il y a de l'oxygène qui traverse, quand elle est mise dans la tête, l'oxygène qui est en contact de cette pile va modifier le courant
Et cette modification du courant est proportionnelle au taux d'oxygène qu'il y a. Donc avec des abacs, on arrive, donc la machine nous donne ça. Et en fait, ça permet d'insérer ça dans une zone du cerveau qu'on a envie de mesurer, proche des zones lésionnelles, et on regarde ce qui se passe. Et en fait, ça mesure un volume de 17 000 mètres cubes. Et le chiffre, la valeur normale, se situe autour de 25. Et donc, nous, en général, quand un patient en réanimation, il a cette électrode, il ne faut pas qu'il baisse en dessous de 20. S'il baisse en dessous de 20, on essaye de savoir ce qui se passe, on remonte la PPC, la volémie, tout ça pour... On ne joue pas sur la FiO2. S'il a une oxygénation normale, il y a une PO2 normale, surtout ne pas améliorer la PTO2 en modifiant la FiO2. Ça veut dire que là, on triche. C'est parce que c'est un problème hémodynamique, il faut le régler hémodynamiquement et pas par une modification artificielle de la FiO2 pour enrichir l'oxygène d'un patient qui est normalement oxygéné. Voilà, par exemple, je vous montre, en fait, c'est quoi cette PTO2? On est dans la substance blanche, c'est l'oxygène ambiant. C'est la résultante entre ce qui arrive avec le sang et ce qui est pris par la cellule. Et donc, ce qui reste constitue la PTO2. D'accord? Voilà, c'est en fait voilà, c'est l'ambiance dans laquelle vous avez le vaisseau, vous avez le neurone et tous les cellules. Et donc, c'est l'ambiance, l'oxygène qui est situé dans cette ambiance-là au contact de ces cellules. Et donc, les cellules se servent et il y a ce qui reste. Et ce qui reste ne doit pas être inférieur à 20. Voilà, par exemple, un patient que j'ai mis en oxygène. Il y avait 40 pour voir tester si mon électrode fonctionne bien. Voilà, il était en FiO2 40, c'est la façon avec laquelle on vérifie que ça marche. Il était en 40%, il avait une PTO2 à 24, je l'ai mis en 100%, elle est montée à 73. Ça veut dire qu'elle était réactive, elle était fonctionnelle. Ce n'est pas une fibre qui ne fonctionne pas. Mais s'il m'a été avec une PTO2 basse, ce n'est pas en montrant la FiO2 qu'il faut le guérir, c'est en regardant ce qui se passe. Est-ce qu'il n'est pas trop ventilé? Est-ce qu'il n'a pas une perfusion cérébrale qui est basse? Donc jouer sur les éléments hémodynamiques et respiratoires. Et vous voyez qu'on peut par exemple améliorer, trouver la bonne PPC du patient avec la PTO2. C'est-à-dire le patient il a baissé sa PTO2, je vais lui monter progressivement la PPC, la pression de perfusion cérébrale, et voir celle qui permet de lui monter la PTO2. Et si par exemple il a besoin de 90 de PPC pour avoir une PTO2 au-dessus de 20, eh bien ça veut dire que c'est la PPC qui lui correspond. Regardez ici par exemple, voilà. Ici, pour avoir une PTO2 au-dessus de 20, eh bien il fallait entre 70 et 80. Vous voyez que, alors qu'on nous dit, il faut mettre le patient entre 60 et 70. Là, on a un élément qui nous permet de nous guider et de nous dire quelle est la PPC optimale. Je passe les études parce que ça, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc ça, c'est une étude qui est en France, qui a commencé en 2015. On commence à arriver vers la fin parce qu'il y avait pas mal de retard. On doit inclure 400 patients. C'est en route. Voilà le système. Donc vous avez, comment on monitore notre patient, vous avez la fibre qui est là, vous avez la PTO2 qui est tenue par un boulon qui est inséré dans l'os, et puis vous avez la DVE qui est là. Donc voilà le monitorage, on va dire, qu'on a chez les patients. Et il y a la microdialyse qui est actuellement du domaine de la recherche plus que du domaine clinique. Les gens qui l'ont essayent de faire des papiers avec, qui nous permet d'avoir les éléments du métabolisme cérébral. On insère pas une fibre, mais une sorte d'électrode dans laquelle on peut envoyer un dialysat et on recueille, c'est comme le principe de la dialyse. Et donc on fait un échange entre ce qu'il y a donc on injecte un produit qui rentre dans le tube et il y a une membrane semi-perméable qui permet de recueillir ce qui est déversé par les cellules au niveau de la substance blanche autour de cette sorte de pipette, on va dire. Et donc cet échange va nous permettre de recueillir les liquides et la composition de ces liquides va nous dire, et c'est fait toutes les 2 heures, c'est-à-dire ça fait l'échange toutes les 2 heures et donc ça nous permet d'analyser ce qui sort du cerveau et dire s'il est en souffrance ou pas. On analyse le glutamate, donc c'est des substances qui viennent du cerveau, donc on est dans la biochimie cérébrale, on va dire, les lactates, le glucose et le glycérol. Et donc, si ça monte, si ça baisse, on sait si le cerveau est en souffrance ou pas. Vous voyez, par exemple, ici, regardez, la pique
en vert, voilà, la pique est en vert. Regardez, la pique ne bouge pas pendant 2 heures, hein, donc c'est un enregistrement de 2 heures. La pique n'a pas bougé, et pourtant, regardez cette coupe noire, là, c'est le glutamate qui est en train de monter, le glycérol est en train de monter, donc il y a des choses qui sont en train de se produire, ça c'est le lactate pyruvate, pardon, qui est en train de monter, en rouge, le glutamate est en train de monter, et pourtant, regardez, la pique, elle ne bouge pas. C'est-à-dire que les phénomènes biochimiques ont précédé la montée de pique. Donc, ça veut dire on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ensuite, on a l'EEG qui peut nous permettre aussi d'apprécier l'activité électrique. Les patients peuvent faire des crises convulsives, donc c'est important de le savoir. Ici, par exemple, un patient qui ne dormait pas très bien, j'avais poussé un bolus de 5 mg de midazolam, et bien ça a permis de réduire l'activité du patient, et on le voit sur le plan électrique. Il y a des ondes, ce qu'on appelle les ondes de dépolarisation, c'est quelque chose qui est incriminé dans la destruction cérébrale, c'est des ondes qu'on commence à connaître, que beaucoup de praticiens essayent de détecter et de comprendre à quoi ça, qu'est-ce que ça provoque chez les patients. Et puis il y a les crises convulsives, comme je vous l'ai dit. Donc l'EEG peut être utile dans ces indications-là. Et puis il peut aussi nous permettre de savoir quel est le niveau d'endormissement du patient. Quand on veut sédater le patient lorsqu'il est en HIC réfractaire, on veut baisser l'activité cérébrale au minimum. Et le minimum que l'on doit atteindre, c'est ce qu'on appelle les burst suppression, souvent avec des combinaisons d'hypnotiques ou avec le pentotal. Ça veut dire c'est des activités électriques entrecoupées de quelques secondes de silence électrique. Et voilà, par exemple, une des utilisations de l'EEG chez les patients. Dernière chose, c'est le monitorage biologique. C'est les marqueurs d'ischémie cérébrale. Nous, dans le service, on a la protéine S100, qui est l'équivalent de la troponine pour le cœur. Et donc, ça nous permet de savoir s'il y a quelque chose qui se passe. Regardez ce patient, il avait une protéine S100 qui s'était normalisée, et puis finalement, à un moment donné, elle monte, elle traduit une ischémie cérébrale récente, et quand on a fait le scanner, c'était un patient, une hémorragie méningère. Vous voyez, il avait un vasospasme, et il avait développé une ischémie, mais c'était trop tard. C'est-à-dire, quand on a le marqueur qui monte, ça veut dire que la zone, donc il ne faut pas s'attendre à ce que, c'est quand ça monte, c'est déjà trop tard. Donc, pour finir, donc le monitorage s'ajoute à notre clinique. La clinique, vous avez compris que c'est très pauvre, surtout quand le patient est endormi. Ce monitorage va nous permettre, ce sont des outils de navigation qui nous permettent de mettre le patient dans les meilleures conditions possibles. Ça nous permet d'évaluer sa gravité initialement, de détecter les nouveaux phénomènes qui peuvent survenir et les variations qui peuvent survenir pour optimiser les traitements. Ça permet de suivre le traitement et en même temps, ça peut nous permettre dans certains cas aussi l'imagerie sophistiquée, d'avoir une idée pronostique sur le patient. Je vous remercie.